L'agriculture biologique et la nouvelle génération d'OGM ont plus en commun qu'on ne l'imagine. Elles ont toutes les deux pour objectif de réduire l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, mais aussi de rendre les cultures plus résistantes. Alors, pourquoi les OGM sont-ils tabous dans l'agriculture biologique ? Ces nouvelles techniques peuvent rendre les plantes plus résistantes à la chaleur. Les OGM sont une fausse promesse de salut. On nous fait croire qu'on peut continuer comme avant sans changer quoi que ce soit. Je m'appelle Berthold Meyer. Je suis professeur de psychologie du travail et je suis aujourd'hui à l'Institut de sélection végétale de l'Université de Geisenheim. Ici, les vignes sont génétiquement modifiées pour devenir plus résistantes, mieux supporter le changement climatique et donc réduire les traitements à base de produits nocifs pour l'environnement. L'agriculture biologique poursuit les mêmes objectifs. Mais pour les agriculteurs bio, qu'il s'agisse de la vigne, de pommes ou de pommes de terre, les OGM sont tabous. L'agriculture biologique pourra-t-elle continuer à assurer ses récoltes et être encore plus durable si elle renonce aux OGM ? Je vais en discuter avec deux spécialistes qui nous apportent des réponses très différentes. Deux chaises, deux invités. Mais j'ai décidé de les recevoir séparément pour me faire ma propre opinion. Madame Messmer, si je vous offrais du raisin et que je vous disais qu'il est génétiquement modifié, vous le mangeriez ? Je n'en aurais pas envie, parce que je préfère soutenir une autre agriculture. Nous essayons de suivre d'autres voies et de ne pas utiliser d'OGM. Monika Messmer est agrobiologiste au FIBEL, l'Institut de recherche de l'agriculture biologique de Suisse. Son objectif est de rendre les plantes plus résistantes à l'aide de méthodes classiques. Elle considère les OGM comme une fausse promesse qui détourne la recherche de solutions plus durables. Pourquoi les associations bio ont-elles interdit l'utilisation des OGM dans les années 1990 ? Avant tout pour des raisons éthiques, parce qu'il y a une limite qu'on ne devrait pas franchir. Et cette limite, c'est la cellule végétale, en tant que plus petite entité capable de se reproduire elle-même. Dans les années 90, on était particulièrement réservé vis-à-vis des plantes transgéniques. Les plantes transgéniques sont des plantes dans lesquelles on a introduit un gène d'une variété étrangère, celui d'une bactérie par exemple. On a mélangé des composants génétiques qui, dans l'évolution, ne sont pas prévus pour être combinés, sans savoir si les plantes pourraient se révéler nocives pour l'homme. Aujourd'hui, on peut dire que ces craintes ne sont pas vraiment vérifiées, non ? Effectivement, les effets négatifs directs n'ont pas pu être démontrés. Mais il y a énormément d'effets indirects, comme avec le soja résistant aux herbicides. Il permet de pulvériser un herbicide qui va tuer toutes les adventices, sauf le soja, ce qui conduit à l'épandage de grandes quantités d'herbicides à l'échelle mondiale, sans que les populations soient suffisamment protégées et sans se préoccuper de la destruction de la forêt tropicale. Parce que la culture du soja est très lucrative. Depuis toujours, les humains ont essayé d'améliorer les plantes par croisement selon la méthode par essai et erreur, ce qui prenait souvent des décennies. Les recherches récentes en manipulation génétique ouvrent de nouvelles perspectives, notamment grâce à l'utilisation des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9. Cas9 est une enzyme à laquelle on peut indiquer très précisément où couper l'ADN d'une plante. Il devient alors possible de désactiver de manière ciblée certains gènes ou d'en insérer de nouveaux, et de décupler les possibilités de réécriture du patrimoine génétique des plantes à l'infini. D'où l'espoir de rendre les plantes beaucoup plus résistantes à l'avenir. Avec la crise climatique, les épisodes de chaleur, de sécheresse et de tempête s'intensifient. Parallèlement, de nouvelles maladies et de nouveaux parasites migrent depuis les régions plus chaudes. C'est pourquoi l'Union européenne veut autoriser la culture de plantes génétiquement modifiées, après les avoir longtemps interdites. Une déréglementation qui exclut l'agriculture biologique à sa propre demande. Bonjour, Monsieur Meyer. Ravi que vous soyez là. Prenez place. En tant que scientifique, j'ai du mal à comprendre ce rejet de la part des agriculteurs bio. Pour moi, cela ne se justifie pas.
car l'agriculture biologique utilise déjà des plantes dont la génétique a été artificiellement modifiée. Holger Puszta est biologiste moléculaire et concentre ses recherches sur les ciseaux génétiques à l'Institut Joseph Gottlieb Kohlreuter pour les sciences végétales de Karlsruhe. Il y a 30 ans, il a été le premier à utiliser cette technique pour modifier de manière ciblée le génome d'une plante. Pour lui, ne pas utiliser cet outil dans l'agriculture biologique est une erreur. Cela fait 70 ans qu'il est possible de créer de nouvelles caractéristiques chez les plantes, comme la mutagénèse. La mutagénèse consiste à irradier des plantes ou à les traiter avec des produits chimiques afin de provoquer des milliers de mutations dans leur patrimoine génétique, dans l'espoir que certaines d'entre elles améliorent leurs propriétés. C'est comme ça qu'on a réussi à obtenir de nouvelles propriétés très importantes pour l'agriculture, comme le raccourcissement de la taille des tiges des céréales. En cas de tempête, ça évite que les tiges se plient et que les champs de céréales soient détruits. On retrouve aussi ces céréales plus courtes dans l'agriculture biologique. Donc, quand vous consommez des pâtes ou de la bière bio, il faut savoir que ces produits sont issus d'OGM. Oui, c'est un peu contradictoire, mais c'était une décision pragmatique. On ne peut utiliser que les semences qui sont disponibles sur le marché. Les agriculteurs biologiques suivent les règles imposées par leur fédération, à savoir renoncer aux pesticides et aux engrais artificiels, mais aussi aux OGM. L'agriculture bio est récente. Des agriculteurs ont commencé à réfléchir à la nécessité d'avoir leurs propres semences il y a à peine 40 ans. Les OGM dans l'agriculture. Peut-on parler d'un succès ou plutôt d'un échec? C'est clairement un échec jusqu'à présent. Un échec. Oui, parce que les OGM classiques, développés il y a 20 ans, n'avaient qu'un objectif, la résistance aux herbicides. Mais je pense que les recherches actuelles vont permettre d'obtenir des plantes qui pourront être utilisées dans une agriculture plus durable. Mais le bio n'utilise pas de pesticides de synthèse, ni d'engrais chimiques. Pourquoi faut-il encore plus de durabilité? On ne peut pas faire plus durable. Je crois qu'il n'est pas tout à fait exact de dire que le bio a atteint le maximum de durabilité. Bien au contraire. Il recourt également à l'épandage. Peu de gens le savent, mais en bio, on pulvérise des poisons cellulaires, comme le cuivre par exemple, qui peut s'avérer dangereux pour tous les organismes. Alors, bien sûr, il permet de combattre des maladies liées aux champignons, mais il nuit aussi à tous les autres organismes présents dans le champ. J'ai lu qu'il existe une variété de pommes de terre de consommation courante dans laquelle on avait introduit un gène provenant d'une pomme de terre sauvage. Du coup, cette pomme de terre serait devenue résistante au mildiou et n'aurait plus besoin de traitement au cuivre. L'agriculture biologique ne pourrait-elle pas profiter de cette avancée? L'agriculture biologique s'efforce depuis des années de réduire les quantités de cuivre et de trouver des alternatives à ce traitement. Au FIBEL, nous avons par exemple testé différentes substances végétales et nous avons trouvé un extrait de mélèze qui a un effet antifongique. Un extrait de... Un extrait d'écorce de mélèze. Il est efficace contre les champignons. Et on peut l'utiliser pour la vigne, les pommes, mais aussi les pommes de terre. L'agriculture biologique mise sur des solutions proches de la nature. Mais la multiplication des épisodes météorologiques extrêmes pousse le secteur à s'adapter continuellement. Exemple avec la sécheresse. Une équipe de chercheurs américains a tenté de rendre le maïs, deuxième plante la plus cultivée dans le monde, plus tolérante à la sécheresse. Normalement, une plante qui manque d'eau ralentit sa croissance et le rendement diminue. Mais il existe une protéine appelée argosuite qui peut entraver la perception de la plante et réduire sa sensibilité au stress hydrique. Cette protéine est produite par la plante elle-même, mais en petite quantité. L'équipe américaine a utilisé des ciseaux génétiques pour modifier le gène de l'argosuite de manière à ce que la plante en produise plus. Avec succès, le maïs génétiquement modifié a moins perçu le manque d'eau et moins réduit sa croissance.
En cas de sécheresse, un hectare pourrait donner plus de 300 kg de maïs supplémentaires. Mais les 4% de rendement supplémentaire ne sont atteints que si la sécheresse survient au moment de la floraison. Si c'est plus tard, il n'y a aucun gain. Mais ne serait-il pas formidable de cultiver, grâce à la génétique, des plantes qui résistent à la sécheresse? Le phénomène de sécheresse est si complexe qu'il ne peut pas être régulé par un seul gène. La plante possède 20 000 gènes et de nombreuses séquences génétiques dont on ne sait pas du tout à quoi elles servent. Quand les scientifiques disent qu'ils vont tout réinventer au mépris de l'évolution, je pense qu'ils devraient faire preuve d'un peu plus d'humilité. Les plantes sont-elles réellement les mieux placées pour savoir comment se défendre contre la chaleur et la sécheresse? C'est en tout cas le pari du biologiste moléculaire Kingsley Ibeabuchi. En Basse-Saxe, il tente d'armer génétiquement les plantes contre le stress hydrique, non pas en se servant de ciseaux génétiques, mais en les confrontant très tôt à ce stress. Nous soumettons les semences à un léger stress, en les trempant dans une solution dont le potentiel hydrique est plus faible. Les graines sont donc légèrement stressées. Et lorsqu'on les ressort, comme elles ont cette expérience, elles ont tendance à mieux s'en sortir que les graines naïves, non entraînées. Cette méthode s'appelle l'amorçage, plus connue sous le nom de priming. Le colza, par exemple, va développer des racines plus longues pour atteindre l'eau stockée plus profondément dans le sol. Comme les jeunes pousses enregistrent le souvenir de ce stress dans leur patrimoine génétique, elles sont préparées à surmonter de véritables épisodes de sécheresse en extérieur. La plante se débrouille sans modification de son code génétique. Le priming permet aux plantes d'activer des gènes importants. La méthode consiste à utiliser ce que les plantes possèdent déjà, tout en essayant d'améliorer leurs performances, sans les modifier génétiquement. L'idée de base est qu'une plante est la mieux placée pour savoir quel gène activer contre le stress de la sécheresse. Elle le fait par le biais de ce qu'on appelle des marqueurs épigénétiques, qui se fixent sur les gènes et les activent ou les désactivent. Kingsley Ibeabuchi veut profiter de ses connaissances pour préparer l'agriculture au changement climatique. En tant que fils de paysan nigérian, il sait à quel point la météo peut être dévastatrice pour les récoltes. Ses parents témoignent. Ces dernières années, ce dont on a le plus souffert, ce sont les fortes pluies. Pendant la saison des pluies, nous avons fréquemment de fortes précipitations, ce qui entraîne d'importantes inondations. Les jeunes plantes sont submergées et ça les abîme. Dans le sud du Nigeria, qui borde l'Atlantique, le changement climatique provoque des pluies torrentielles. Dans le nord, qui jouxte le Sahara, il engendre des sécheresses plus intenses. Kingsley Ibeabuchi espère pouvoir contrer ces phénomènes météorologiques extrêmes grâce au priming. Mais son colza doit d'abord faire ses preuves. Mes recherches ne doivent pas fonctionner qu'en laboratoire, mais aussi sur le terrain, avant d'intéresser les industriels et profiter aux consommateurs. C'est le rêve de tout scientifique, moi y compris. Dans le cadre du projet européen EpiSeedLink, Kingsley cherche à identifier les lignées de colza qui profitent du priming, pour lutter contre la sécheresse, mais aussi pour préparer les plantes aux fortes chaleurs ou à la salinisation des sols. Ce sont des méthodes relativement simples et douces que les agriculteurs utilisent en partie depuis des siècles et compatibles avec l'agriculture biologique. Shreyas Bidoubeil collabore au projet. Ses recherches portent sur les biostimulants naturels qui ralentissent l'absorption de l'eau par les plantes. Au cours des 20 dernières années, les biostimulants ont été largement utilisés dans l'agriculture biologique pour réduire les substances chimiques. Ils sont utilisés comme engrais naturels et permettent aussi de réduire le stress. Les chercheurs estiment que le priming pourrait largement bénéficier à l'agriculture biologique, car cette technique rend les plantes plus résistantes au niveau génétique sans manipulation. Il faudra cependant encore de nombreux essais pour savoir quel patrimoine génétique réagit de manière optimale au priming.
Kingsley Beabuchi espère que les rangées de colza cultivées selon les principes du priming résisteront mieux que celles-là au vent et aux intempéries. Il espère rendre l'agriculture biologique plus résiliente. En bio, on veut pouvoir se passer des intrants chimiques et utiliser des substances naturelles. Le priming peut être réalisé avec ce qu'on trouve autour de nous, par exemple de l'eau. Je ne suis pas contre les plantes génétiquement modifiées, mais si on dispose d'une méthode traditionnelle pour résoudre un problème, pourquoi ne pas s'y tenir, l'améliorer et voir si on peut obtenir les mêmes résultats qu'avec les OGM? Le priming serait-il le moyen le plus efficace d'activer les super pouvoirs des plantes tout en respectant leur patrimoine génétique? Le priming est certainement l'une des nombreuses méthodes d'avenir, d'autant qu'on peut en tirer des enseignements. Comment la plante se modifie-t-elle? Et comment peut-on renforcer ces modifications avec les ciseaux moléculaires? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des procédés très complexes. Finalement, je pense que nous aurons beaucoup plus de succès en domestiquant des plantes sauvages, résistantes à la chaleur et au sel, comme on en trouve en Afrique. Et nous pourrons le faire d'autant plus facilement que nous savons relativement bien quels gènes ont été modifiés par la sélection naturelle pour transformer une plante sauvage en plante domestique. On obtient plus de grains, des grains plus gros, des tiges plus épaisses, etc. Ça impliquerait aussi une modification de notre comportement alimentaire. En d'autres termes, croyez-vous vraiment que les Européens changeront leur mode d'alimentation et mangeront bientôt du teff génétiquement modifié à la place du blé? Le teff est un millet nain d'Afrique très résistant à la chaleur qui donne de très petits grains. Allez dans un supermarché et regardez tout ce qui a changé depuis 20 ans. Énormément de nouveaux fruits et légumes sont apparus sur le marché. Et certains d'entre eux ont été adoptés par le public. Nous sommes en train de faire des essais avec le haricot cornille, un haricot originaire d'Afrique, très résistant à la sécheresse, afin de voir où on peut l'intégrer pour obtenir non pas du jour au lendemain, mais peut-être dans 10 ans, des variétés adaptées à notre climat. Monica Mesmer cherche des alternatives à toutes les promesses des OGM. Par exemple, croiser les plantes sauvages avec nos plantes domestiques pour les rendre plus résistantes. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Le problème avec l'hybridation, c'est que les plantes sauvages ont aussi beaucoup d'autres propriétés que l'on ne veut absolument pas retrouver dans les plantes domestiques. Il faut se débarrasser de ces propriétés les unes après les autres par de nouveaux croisements. Et cela prend beaucoup de temps. Alors que si j'utilise les ciseaux moléculaires, je peux cibler simultanément 3, 4, 5 gènes différents, les modifier tous en même temps et arriver plus vite au résultat escompté. Je me demande quand même si, vu le rythme complètement fou des changements climatiques que nous avons connus ces 10, 15 ou 20 dernières années, votre méthode n'est pas trop lente. C'est certainement plus lent, mais l'avantage avec l'hybridation, c'est qu'on combine 20 000 gènes et qu'on crée beaucoup de nouvelles variations. Et l'agriculture biologique mise sur la biodiversité. Nous ne pouvons pas prédire les événements climatiques et savoir s'il fera sec ou humide. Mais nous pouvons mixer des cultures qui vont réagir différemment. C'est un avantage. Certains éléments indiquent qu'une utilisation à grande échelle de plantes génétiquement modifiées pourrait conduire à une agriculture basée toujours davantage sur des monocultures et des, je le formule de manière exagérée, des superplantes. Et au fond, les OGM rendraient l'ensemble du système agricole moins résilient, parce que moins diversifié. Le problème de la monoculture dans l'agriculture classique, tout le monde en est conscient. Mais ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies.
On peut certainement obtenir de la diversité avec des plantes qu'on a rendues plus résistantes aux champignons grâce aux nouvelles technologies. L'agriculture biologique contribue globalement à ce que le sol reste plus fertile et l'ensemble de l'écosystème plus résilient. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est de faire pousser une plante saine dans un sol sain, en compostant, par exemple, les déchets végétaux et en les réinjectant dans le sol. Ça permet de préserver la couche d'humus. Ça aide le sol à mieux stocker l'eau et donc à renforcer l'activité des micro-organismes. Les plantes deviennent plus résilientes face à différents types de stress. Mais finalement, la gestion écologique du sol demande beaucoup de travail et coûte peut-être aussi plus cher, sans compter que les rendements sont moins importants. Bien sûr, en Suisse, on peut se le permettre. Mais à l'échelle mondiale, En soi, l'agriculture biologique est stricte en termes de connaissances et de travail. Mais nous avons aussi fait des essais au Kenya, en Bolivie et en Inde. Et il s'avère que le bio ne s'en sort pas si mal. Certes, les rendements sont plus faibles, mais les agriculteurs ont beaucoup moins de frais d'engrais et de pesticides synthétiques, puisqu'ils produisent le compost eux-mêmes. Il faudrait certainement une approche plus systémique. Mais les OGM sont une fausse promesse de salut. On nous fait croire qu'on peut continuer comme avant sans changer quoi que ce soit. Mais pas du tout. C'est une interprétation totalement erronée. Nous avons besoin de nouveaux outils pour rendre l'agriculture plus durable. Il peut s'agir de drones ou encore de retours d'expérience du secteur bio. Moi, je ne vois pas de grande opposition entre le secteur bio et les nouvelles technologies. j'aimerais jouer à un petit jeu avec vous. Je vais formuler une idée reçue et je vous demanderai d'y répondre de façon très courte. Alors, première idée reçue. Les plantes génétiquement modifiées vont s'échapper dans la nature et supplanter les plantes sauvages qui n'ont aucune chance. Faux. Regardons ce qui se passe dans un champ. Les plantes ne se propagent pas dans la nature environnante, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas y survivre. Si nous modifions une seule propriété, comme une résistance aux champignons, il n'y a aucune raison de penser que ça permettrait aux plantes de survivre dans la nature. Ok. Voilà une réponse plutôt convaincante. Sans OGM et avec la croissance démographique, des milliards de personnes souffriront de la faim. Avec ou sans OGM, les gens souffriront de la faim s'il n'y a pas de distribution équitable des ressources et si nous ne changeons pas nos habitudes alimentaires. Prochaine idée reçue. Le pollen des champs d'OGM va infester ceux des agriculteurs bio, rendre leur label bio sans valeur et détruire leur existence. L'agriculture biologique représente 11% en Allemagne. Ça signifie que 89% des agriculteurs pratiquent l'agriculture conventionnelle. Et on ne peut pas interdire à 89% des agriculteurs d'utiliser ces nouvelles technologies parce que 11% ont peur. D'ailleurs, à mon avis, cette peur est irrationnelle, parce qu'il y a aussi de très nombreuses mutations naturelles. Pensez-vous qu'il soit concevable qu'un jour, on puisse combiner dans l'agriculture le meilleur de ces deux systèmes? Je ne pense pas que cela soit envisageable pour le bio dans un futur proche. Les nouvelles techniques doivent d'abord faire leurs preuves dans l'agriculture conventionnelle. Le bio est très axé sur les valeurs et les processus de production et souhaite rester fidèle à ces valeurs et les transmettre. Les agriculteurs bio ne partagent pas tous le même avis. Nous devons concilier les nouvelles technologies de sélection avec l'agriculture biologique, car c'est une chance pour elles. Je garde l'espoir qu'à long terme, des voix dissonantes se fassent entendre. Monsieur Puszta, voilà peut-être bien le mot de la fin. J'ai appris beaucoup de choses, merci beaucoup. Merci. Super. Je ne comprends pas encore très bien pourquoi l'agriculture biologique améliore génétiquement les plantes par priming ou irradiation, mais en aucun cas en utilisant des OGM.
Qu'est-ce qui s'oppose à l'utilisation de plantes sûres, résistantes à certains parasites, dans un système agricole écologique, durable et diversifié? Alors que ça permettrait d'épandre moins de produits comme le cuivre, par exemple. D'un autre côté, même M. Puszta a qualifié d'échec l'histoire des OGM dans l'agriculture d'un point de vue écologique. C'est donc l'avenir qui nous dira si, en utilisant les dernières avancées en matière d'OGM, on parviendra à promouvoir et à renforcer une agriculture biologique qui, à l'échelle mondiale, apportera une réponse durable aux grands défis qui nous attendent, tels que le changement climatique. J'envisage donc l'avenir avec un peu plus d'optimisme, malgré les nombreuses questions qui restent en suspens. Viele Fragen sind natürlich immer noch offen.